Jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Grégory, le discours sur l'état de l'Union qui sera prononcé ce soir par Donald Trump devant les membres du Congrès réunis. C'est la question que je soulevais dans l'introduction. Est-ce qu'il y a des points intéressants à surveiller pour les investisseurs dans ce genre de grand discours traditionnel, évidemment, Grégory? Oui, ça va être important parce qu'en fait, cette union, on est en pleine dichotomie. D'une certaine façon, l'union économique des États-Unis va extrêmement bien. C'est difficile de dire le contraire et Trump va s'en vanter. Il a joué un certain rôle, mais il n'est évidemment pas le seul à avoir stimulé l'économie sur ces 2 dernières années. Et puis, l'union politique, alors là, on est vraiment pratiquement à une impasse avec un parti démocrate qui est très contre Donald Trump au niveau politique, au niveau personnel. Donc à ce niveau-là, on pourrait parler de désunion. Alors qu'est-ce qu'il faut écouter le plus? Je dirais pas le triomphalisme économique de Trump, ça on va s'y attendre et on va l'avoir, mais surtout savoir qu'est-ce qu'il voit comme solution à la crise qu'il a créée, qui est la crise du mur. Il faut pas oublier qu'il y avait eu le shutdown du gouvernement à cause du budget que Trump voulait avoir pour construire ce mur de 5,7 milliards de dollars. Est-ce que Trump, pendant ce discours, va dire le shutdown, on va peut-être y retourner, je veux mon budget, ou bien est-ce que Trump va dire je vais utiliser des pouvoirs exceptionnels pour construire le mur? Ça serait blanc ou noir, et ça serait quand même une chose importante à savoir, et peut-être qu'il va trouver lui une troisième voie. Je dirais il est très attendu là-dessus, donc au niveau de l'immigration, et il est aussi attendu évidemment sur le dossier qui est peut-être le dernier qui fasse vraiment encore peur au marché, qui est le dossier des négociations commerciales avec la Chine. On a entendu que des choses positives sur ces dernières semaines. Est-ce que là, il va, comme il a l'habitude dans son Art of the Deal, peut-être durcir le ton pour obtenir d'autres concessions? Je n'en sais rien, mais ça sera très important d'écouter ses paroles vis-à-vis de la Chine. Bon, effectivement, un Donald Trump qui reste quand même un facteur important pour les investisseurs, c'est ce qu'on comprend, Grégory. Moi, j'entends beaucoup de gérants qui viennent me dire, il y a le put Trump, il y a le put Powell, l'idée que les deux hommes d'ailleurs qui dînaient ensemble hier soir à la Maison Blanche, l'idée que ces deux hommes, avec leurs moyens, alors Donald Trump veut protéger le marché action américain, il en a fait le baromètre de la réussite de son mandat. Jérôme Powell, plus classique, on va dire, dans son approche des choses, veut protéger l'économie américaine, ou en tout cas prolonger au maximum le cycle de croissance de l'économie américaine. Est-ce que ce sont ces deux hommes aujourd'hui qui font monter les marchés, qui expliquent le rebond spectaculaire qu'on a pu enregistrer depuis la fin de l'année dernière, Grégory? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, plus fondamentaux peut-être, qui apportent également du carburant à ces marchés aujourd'hui? Je dirais il y a d'autres éléments, mais il ne faut pas négliger évidemment cet élément important de savoir que la Réserve fédérale, en tout cas à court terme, ne va pas monter les taux d'intérêt. Et ce que tout le monde a réalisé, que Trump a besoin d'un marché ou des marchés financiers à hausse pour avoir une quelconque chance d'être réélu. Mais quand même, il faut voir la réalité. Et la réalité, on l'a sous les yeux tous les jours. C'est une économie américaine qui non seulement ne ralentit pas autant que prévu sur le premier trimestre, mais qui au contraire montre des signes de vitalité qui n'étaient absolument pas attendus il y a encore un mois. Vous regardez les PMI qu'on a ce matin, il ne faut pas oublier que PMI, c'est ce qu'on appelle un leading indicateur. C'est des intentions d'engager du personnel, c'est des intentions d'acheter. Donc ça montre un peu qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et ces PMI aux États-Unis sont extrêmement forts, à pratiquement 57 pour le secteur des services. Donc je dirais le sous-jacent aux États-Unis, quand on regarde aussi le niveau du chômage qui reste extrêmement faible, mais surtout les créations d'emplois qui même au mois de janvier continuent à être extrêmement fortes, je dirais le rationnel de l'économie peuvent aussi quand même d'une grande partie expliquer cette hausse des marchés. Je dirais que le put des banques centrales joue peut-être beaucoup plus pour les marchés européens qui ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur des fondamentaux qui s'améliorent, c'est le moins qu'on puisse dire, que pour les États-Unis.
Oui, non, ça c'est très très clair. Bon, quand on regarde ces enquêtes d'activité, alors publiées pour les États-Unis pour la zone euro, on a le sentiment d'une divergence même qui s'accroît encore un petit peu. On en parlera dans quelques minutes avec Samy Char qui sera avec nous par téléphone, le chef économiste de Lombard-Odier, Grégory. Si on en vient à l'actualité des entreprises, je me demande d'ailleurs si Wall Street n'est pas en train de réviser un petit peu son jugement sur Alphabet Google, parce que le titre baissait de 2-3%, je crois, hier dans les échanges électroniques après la clôture, après la publication de ses résultats. Et Wall Street est peut-être en train de se dire, le titre là baisse à peine de 0,5%, le titre Google. Wall Street est peut-être en train de se dire qu'une entreprise qui dépense aussi massivement que Google en investissement, c'est peut-être pas si inintéressant que ça. Écoutez, pour une fois, on pourra dire peut-être que Wall Street a raison. Enfin, Wall Street a toujours raison. Mais attention, avec Google, ces dépenses en investissement qui auraient pu être un signal d'alarme, au contraire, sont des dépenses exactement dans le secteur dans lequel Google a besoin de faire des investissements. Je m'explique. C'est un secteur dans lequel Google n'est que le numéro 3 derrière des géants tels que Amazon et Microsoft. C'est le secteur du cloud. Or, le cloud, c'est le secteur dans la technologie qui a la plus forte croissance. Que Google veuille diversifier ses sources de revenus qui, encore pour le moment, sont pratiquement à plus de 90% dérivés de la publicité, c'est une excellente chose. Donc je dirais la lecture qu'il faut faire des investissements en CAPEX, c'est vraiment ce qu'on appelle des CAPEX de Google pour le cloud, c'est une très bonne chose. Je ne vois pas une seule raison sur ce genre de chiffres de vendre l'action Google. Par contre, ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour le moment, ils arrivent d'une certaine façon à maintenir une belle croissance des revenus publicitaires avec le volume, puisqu'il y a une augmentation des volumes de vente. Par contre, il y a un effritement des tarifs publicitaires qu'ils font payer sur leur site. Donc ça, c'est toujours un signal d'alarme, non pas à court terme, mais il va falloir toujours maintenant pour Google, une fois que cette dynamique est enclenchée, qu'ils puissent continuer à augmenter les volumes, vu que le pricing, comme on dit dans notre jargon, est en train petit à petit de s'effilocher. Mais autrement, il faut vraiment pas se tromper. Google va très bien. On peut espérer que ces relais de croissance dont le cloud, mais il n'y a pas que le cloud, il faut pas sous-estimer Google. Un autre relais de croissance très important, c'est YouTube. Et YouTube, c'est encore un point d'interrogation parce que YouTube pourrait être un concurrent direct à Netflix. Et là, j'ai pas besoin de faire un dessin. Si Google met un peu les investissements nécessaires dans YouTube et que YouTube peut commencer peut-être à faire payer plus non seulement la publicité, mais aussi l'accès à son contenu, on aura une toute autre histoire. Donc, un Google qui cherche des relais de croissance, qui met l'argent dans ces relais de croissance, c'est une excellente chose. Bon, dans l'actualité aussi, alors je sais pas si ça fait du bruit chez vous, au minimum du buzz peut-être, j'en sais rien Grégory, mais Apple qui annonce avoir trouvé un accord avec l'administration fiscale française pour solder 10 ans d'arriérés d'impôts. La presse française évoque le chiffre de 500 millions d'euros qui seront reversés par Apple au fisc français. Je vais pas dire que c'est une date, mais est-ce que du point de vue américain, on commence à se dire que tiens, les Européens commencent à être un peu plus attentifs à la manière dont les géants du numérique là se comportent en dehors de leur propre territoire, en tout cas de leur marché d'origine, Grégory. Est-ce que ce sont des petits signaux faibles quand même qui sont repérés par les investisseurs américains? J'ai l'impression que non, ils sont pas repérés. Et pourtant, ces investisseurs américains devraient faire attention à ce niveau-là. Parce que n'oubliez pas que c'est très bien ces 500 millions payés à la France, et c'est certainement justifié. Mais il faut les mettre quand même en face des 14 milliards de dollars payés à l'Irlande. Donc évidemment, c'est une amende, mais elle pâlit face à ce que Apple a dû payer à l'Irlande. Je dirais, il y a des signes qui ne trompent pas dans l'agressivité de certains pays et surtout de la France vis-à-vis des gens américains. Puisque par exemple, aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire qui parle d'une amende de plus de 50 millions de dollars pour General Electric, car ils disent mais General Electric, dans son transaction avec Alstom, avait promis de créer des emplois en France. Ils n'ont pas créé ces emplois, donc on va leur faire payer une amende. Si chaque fois qu'on promet de créer des emplois, on fait payer des amendes, je connais beaucoup de gens qui vont être très très mal à l'aise. Mais sans plaisanterie, je pense que c'est un gros problème.
Mais c'est assez mérité aussi. N'oubliez pas quand même que les États-Unis très souvent sont hégémoniques dans leurs activités et qu'ils utilisent aussi vraiment la taxation, les impôts, les barrières douanières. Donc, en fait, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait normal de leur répondre aussi de cette façon. Le seul risque, pour le moment, on n'est pas face à ce risque, ça serait que ça refroidisse les investissements en Europe de ces géants technologiques. Pour le moment, on n'a vu aucun signe de refroidissement de ces ardeurs des géants américains. Par contre, si on voyait ces signes, c'est là qu'il faudrait vraiment s'inquiéter. Bon, à surveiller, effectivement. Bon, on est encore loin d'être œil pour œil du point de vue des amendes et des taxes infligées aux compagnies étrangères. Les rois des amendes, ça reste quand même les États-Unis de ce point de vue-là. Grégory, est-ce qu'on peut dire un mot de Slack, la messagerie collaborative pour le monde professionnel, qui s'est lancée il y a quelques années, mais qui est en train de devenir, d'acquérir sa réputation dans ce domaine-là, et qui voudrait justement acquérir peut-être encore un peu plus de réputation en s'introduisant en bourse dès cette année. D'ailleurs, on attend toujours beaucoup d'introductions en bourse de ces fameuses licornes, Uber, Lyft, Airbnb. Ça fait des années qu'on en parle. Ces groupes-là restent pour l'instant en dehors du marché. Est-ce que Slack ira sur le marché cette année aux États-Unis, et qu'est-ce que ça peut nous dire de la volonté du management et de l'entreprise Slack en termes de développement, Grégory? Oui. Alors la première chose, c'est que ils vont s'introduire peut-être cette année, mais évidemment, ça va dépendre des conditions de marché. S'ils devaient s'introduire aujourd'hui, ça serait fantastique. Maintenant, on ne sait absolument pas où seront les marchés dans 6 mois. Il faut dire qu'ils vont faire une introduction directe. Directe, ça veut dire qu'ils vont pas passer par Wall Street. Ils vont se mettre directement cotés sur les marchés, sans que leurs actions soient vendues d'abord ou placées d'abord par les grandes banques d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prennent quand même un risque, toujours ce risque, qu'en fait, vous ayez beaucoup d'insiders qui vendent, tout simplement, parce qu'ils auraient le droit, dès que l'action est cotée, de vendre. Mais en même temps, ça montre aussi qu'ils n'ont pas besoin d'argent, parce qu'en s'introduisant directement, comme on dit, la compagnie elle-même ne récolte pas un centime. Et pourquoi ils n'ont pas besoin d'argent? C'est qu'ils en ont levé tellement auprès d'investisseurs institutionnels, private equity, etc. Donc c'est une compagnie qui va très bien, qui a beaucoup d'argent, qui a eu plusieurs sujets intéressants. Le premier sujet intéressant, c'est qu'il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans, vous aviez 3 compagnies qui voulaient les racheter. Apple, Microsoft, entre autres, et Google. Donc, évidemment, ça montre que ça avait de l'intérêt. Et depuis ce moment-là, vous avez Microsoft qui, tout simplement, a introduit un système de messagerie carrément similaire ou parallèle à Slack. Donc, tout ça, ça veut dire que Slack ne devrait pas attendre trop longtemps. Ça serait une bonne chose, en tout cas pour eux, de s'introduire assez rapidement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont déjà filé, même si c'est d'une façon, entre guillemets, confidentielle, leur prospectus pour une introduction en bourse. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin avec nous tous les jours pour contribuer à Intégral Bourse depuis New York. Le président de Mescard Financial Services, les marchés américains bien orientés, et on fait même 2 fois mieux en Europe.